président Dr Boni Yayi au pouvoir pour essayer donc de relancer le secteur. Il n'est de secret pour personne que déjà dans les années 2005 et 2006, la gestion de la filière coton n'était pas des plus optimales. Alors, il a été décidé donc de créer une société d'économie mixte en faisant intervenir non seulement des privés, mais également les producteurs. Parce que c'est surtout ces producteurs-là qui apportent leur travail à l'émergence de cette filière. Donc l'idée donc de créer cette société avec une démocratisation donc de l'actionnariat a été menée. Alors, un contrat a été signé, précédé d'abord donc par un appel d'offres international qui a été lancé pour désigner un opérateur de référence maîtrisant très bien le secteur cotonnier, et le dépouillement a porté sur M. Talon. Ainsi, M. Talon et l'État, avec sa société, la société commune de participation, ont rédigé une convention devant conduire à la création de la SODECO. Voilà. Donc cette convention a été conclue le 10 octobre 2008. Cette convention, dite convention de création de la SODECO, en réalité, ce n'est pas cette convention-là qui a créé la SODECO. Cette convention a établi les balises devant conduire à la création de cette société. La société a été créée le lendemain, suite donc à la validation des statuts à l'Assemblée générale constitutive. Ceci étant, donc nous pouvons dire à partir de ce moment que c'est les statuts qui ont porté création de la société pour le développement du coton que nous abrégeons en SODECO. Voilà. Alors, que dire des partis en présence? Parce qu'il est intéressant de savoir, dès le départ, qui sont ceux-là qui ont des actions au niveau de la société pour le développement du coton. Monsieur Jacques Ntaïs, les partis en présence. Et avant d'aborder le point sur les partis en présence, je lis d'abord parce que d'entrée, vous avez dit qu'il y a eu annulation par un décret. Vous avez parlé d'expropriation, de nationalisation. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, et j'allais dire tout simplement... On va y arriver. Parlons des partis en présence. Parlant des partis en présence, nous avons l'État béninois qui a un pourcentage de 66,40%, l'ONS 0,10%, la Société commune de participation 33,40% et M. Patrice Talon à 0,10%, ce qui fait un total de 100%. Voilà. Dès le débat, c'était ça. Oui. Alors, comment est-ce que l'opérateur économique s'est retrouvé avec plus de pourcentage? Expliquez-nous le processus, oui, allez-y. Oui, merci, monsieur le journaliste. Et au départ, l'opérateur privé, monsieur Patrice Talon, avait... Patrice Talon oui. Avait 0,1% et sa société, sa propre société, la SCP, à 33,40%. Donc, les 33,50% étaient pour Patrick Talon. Monsieur Patrice Talon. Monsieur Patrice Talon. Monsieur Talon. Et l'État avait porté 17,5% pour le public béninois. Durant un an, c'était ça dans la convention. Et après un an, l'État n'ayant pas pu céder les 17% à travers la bourse régionale des valeurs mobilières, a cédé les 17% à M. Talon. D'où M. Talon a pu avoir les 51,1%
contre 49% pour l'État. Très bien. Alors, la question que les Béninois se posent, c'est qu'il y a eu cette convention-là, c'est-à-dire un accord entre les parties. L'État béninois décide aujourd'hui de remettre en cause cette situation, d'annuler les tests qui régissaient donc cette convention. La question qu'on se pose, sur quelle base on le fait? Est-ce que c'est une base légale, M. Achipa? Merci bien, monsieur le journaliste. Cette question appelle un petit éclairage. Oui, allez-y. En fait, à la création de la société, comme on le disait, l'État avait 66,40%. Dans les 66,40%, il y avait 33% que l'État portait pour le public béninois à hauteur de 17,50%, les collectivités locales 8,50%, les organisations de producteurs 6,00%, donc 6%, et le personnel de la SODECO 1%. Ceci parce que la vision du chef de l'État, c'était de faire participer la grande masse à la gestion de la filière coton. Donc il ne fallait pas que cette gestion-là reste seulement entre les mains d'une oligarchie. Alors, les dispositions de la convention que je viens de rappeler, donc la convention portant création de la SODECO, de façon abusivement parlant, cette convention-là a prévu que les 17,5% que l'État porte pour le public doit être rétrocédé au public dans un délai d'1 an, ainsi que l'a rappelé mon collègue. L'État n'ayant pas pu le faire, la Convention a prévu que ces 17,5% doivent être rétrocédés soit au public ou alors à monsieur ou à la SCP. L'État a respecté les engagements pris à ce moment et a cédé. Mais en cédant, la SCP elle-même avait l'obligation de faire le même exercice que l'État qui avait été mis à la charge de l'État après un délai de 2 ans. Déjà là, il y a une distorsion. L'État avait l'obligation de céder en 1 an. Pourquoi la SCP doit céder après 2 ans? L'acte de cession a été signé, tout et tout. Monsieur Patrice Talon a bien reconnu que l'obligation donc de faire coter la SODECO était donc du ressort de la SODECO, de la BRVM ainsi que des autorités gouvernant donc la réglementation du marché. 2 ans après, la cession a été faite le 24 décembre 2009. Donc 2 ans après, soit au plus tard, le 23 décembre 2011, la SCP devrait déjà avoir cédé ces 17,5% à leurs bénéficiaires finaux, soit le public. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas fait. Alors, monsieur Achipa, vos éclairages soulèvent toujours à mon niveau des questionnements. Ce sont des questions qui brûlent les lèvres de beaucoup de Béninois. La SODECO n'est pas née ex nihilo. La SODECO a été créée sur la base d'un contrat. Alors, un contrat qui a été défini à la suite d'une décision du Conseil des ministres. Ça porte le sceau de l'État. Si l'État aujourd'hui décide de remettre en cause ce processus-là, mais ça doit être par la loi, par le biais de la loi. Quelle a été la démarche, monsieur, lorsque l'État reprend les 17,5% portés par la SCP, c'est sur quelle base juridique, monsieur Ntaïs? Et d'entrée, vous avez parlé d'annulation, d'expropriation, de nationalisation. Expropriation, c'est ce que disent le commun des Béninois. Voilà. Parlons de la base juridique qui fonde l'action de l'État. Nous sommes dans un État de droit, la primauté du droit. 17,5% repris par l'État. Mais sur quelle base juridique?
Et avant de répondre à votre question... Parce que c'est des juristes qui sont autour de moi. Oui, je voudrais dire que pour annuler un acte administratif, un acte réglementaire, c'est la chambre administrative de la Cour suprême. L'État le sait, le chef de l'État le sait. C'est pour ça que nous avons procédé à une suspension. L'État a suspendu la convention pour défendre l'intérêt général, l'intérêt de la masse qui produit, des producteurs. C'est une suspension de la convention en vue de défendre l'intérêt général pour protéger cette masse de producteurs qui attend, le coton est là, qui attend pour qu'on achète le coton, pour que le coton soit égradé, pour qu'on prenne des intrants. Aujourd'hui, il y a une perte de confiance entre l'État et Sodeco. Oui, mais le contrat qui a été signé entre l'État et les autres parties, c'est une convention qui a des clauses. En cas de litige, il y a forcément un tribunal auquel s'adresser. Est-ce que le processus a été suivi, monsieur? Oui, permettez-moi, monsieur le journaliste, de revenir encore sur... Parce qu'on doit expliquer, hein? On doit expliquer sur les bases de la suspension de la convention. Oui. Vous voyez dans la convention même, comme l'a rappelé mon collègue, il était fait obligation à l'État de céder les 17% après 1 an. Et s'il ne le faisait pas, il a une sanction. La sanction, c'était de transférer les 17% à M. Talon. Dans la même convention, M. Patrick et M. Talon a eu 2 ans et sans sanction s'il ne le faisait pas. Donc il y a déséquilibre dans la convention. Et quand il y a déséquilibre, il doit avoir un organe arbitral. Ce n'est pas l'État qui doit décider du coup. Oui, monsieur le journaliste, je n'ai pas encore fini. Oui, allez-y. Il a eu déséquilibre. 1000, sinon pire. Nous avons senti une mauvaise foi. Vous dites, vous, juristes, ou bien vous, personnes parlant pour le compte du gouvernement? L'État a senti une mauvaise foi dans la prise d'engagement de M. Talon pour céder les 17, pour transférer les 17% au public. Parce qu'il a mis des clauses, des dispositions dans son engagement qui montrent sa mauvaise foi. Et l'État ayant senti le pire venir pour sauver l'intérêt des producteurs qui souffrent dans la pluie et sous le soleil, au nom de l'intérêt général de l'État. Et ça là, l'État a cette prérogative. Est-ce que l'État peut violer un contrat sur la base de l'intérêt général, alors que les clauses qui entourent ce contrat-là précisent la cour à laquelle on doit s'adresser en cas de litige? Dans ce cas-là, on parle de la CCJA, la cour... Oui, mais M. Achipa, expliquez les choses. Parce que là, je suppose que le gouvernement, vous conseillez le gouvernement, mais si vous conseillez mal le gouvernement, demain, vous êtes des juristes, ça va vous rattraper. Quels sont... J'ai dit, expliquons les choses clairement, M. Achipa. Vous avez tout à fait raison. Et je m'associe à tout ce que mes collègues ont dit. Vous savez, là, nous sommes dans une situation d'urgence. OK? Le secteur cotonnier est en péril. La filière coton, c'est la principale rente, OK, culture de rente du pays. C'est vrai, il y a une convention qui court, mais qui est sur le point de déposséder l'État de cet important outil économique. Rappelez-vous, la Sodeco a été créée par apport en nature de l'outil industriel de la Sonapra à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Mais c'est le capital industriel le plus important du pays. Mais lorsque vous découvrez qu'il y a été mis dans un contrat des clauses qui, de façon subreptice, rampante, conduisent à déposséder entièrement, je dis entièrement, parce que le problème ne se pose pas seulement au niveau des 17,5%.
si l'occasion nous le permet, oui, allez-y. Nous irons. Parce que là, en profondeur. Nous irons. Là, vous remettez en cause ceux-là qui ont agi pour le compte de l'État et au nom de l'État, des ministres qui ont conduit jusqu'au bout ce processus-là. Est-ce que vous remettez aujourd'hui en cause leurs actions? Est-ce qu'il y a eu des mal-donnes? Ce n'est pas. Nous ne voulons pas entrer dans ce détail-là, oui. Non. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, quelque part on tend vers là. Nous ne tendons pas. Ne me faites pas un procès. Oui, mais quand même, je vous en prie. S'il y a des contorsions, s'il y a des clauses mal libellées, c'est qu'il y a des gens qui ont agi et qui ont mal agi pour le compte de l'État. C'est ce que vous voulez dire. En fait, je veux dire tout simplement que même le bon Homère, ce poète grec, on dit que même le bon Homère, il arrive quelquefois quand même qu'il sommeille. Le bon Homère peut sommeiller parfois. Donc ça, nul n'est à l'abri de l'erreur. Ok? Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Toujours est-il il y a mal-donne dans ce contrat-là. Dans ce contrat, il y a mal-donne. Il y a mal-donne. Effectivement, les dispositions sont en train d'être prises, ok, pour faire rétablir le droit des obligations qui a été vicié dans la rédaction donc de ce contrat. Mais c'est que pour le moment, du fait de l'urgence, le samedi prochain, le chef de l'État va lancer la campagne 2013-2014. Je vous assure, si on devait attendre, aller d'abord à la CCJA, aller plaider, ce n'est pas demain la veille. Il faut vivre longtemps pour voir la fin de cette procédure-là. Déjà... Il n'y a pas une procédure référée? Même... Non, il n'y a pas de référé auprès du tribunal arbitral, puisque la Convention a déjà réglé. Si on devrait aller, par exemple, devant les tribunaux juridictionnels, ainsi de suite, bon, on aurait pu penser à cela. Mais dans le cas d'espèce, la Convention a été claire, c'est la CCJA. Donc, avec les aléas, de temps, tout et tout, qu'on ne maîtrise pas, il vaut mieux suspendre. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé de suspendre, non d'annuler. Le gouvernement a suspendu. Le gouvernement a repris les 17,5% d'actions portées par la SCP. Et le gouvernement entend aller plus loin, M. Jacques Ntaïs. Oui, le processus. Je voudrais rappeler quelque chose. Le coton occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. La filière contribue pour 20% au produit intérieur brut. Elle représente 75% des exportations du pays et occupe environ 70% de la population active. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous, M. Ntaïs. Donc sur cette base, on ne peut pas laisser le monopole de l'engrenage, de l'importation des intrants au privé. L'État aussi ne peut pas garder le monopole. Vous le savez bien mieux que moi, que c'était la Sonapra qui s'occupait de ça. Oui, mais... Et de la Sonapra est né... Tout à fait. L'outil. Et dans ce cas-là, on a transféré l'outil industriel à la Sodeco. Tout ça, c'est connu. On connaissait aussi l'ambiance dans laquelle cet opérateur économique-là avait pignon sur rue, avait la possibilité d'avoir certains avantages. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont évolué autrement. Monsieur Ntaïs, maintenant que le gouvernement a décidé d'accélérer, jusqu'où le gouvernement ira sans conséquence pour l'économie nationale? Parce que la question est là. Sans conséquence pour l'économie nationale. La suite, ça va être quoi? Pour le moment, la suite, ça va être quoi? Le gouvernement ne peut pas attendre. Oui, la suite, ça va être quoi? Parce qu'on a appris qu'un directeur sera nommé à la tête de la Sodeco, ou bien c'est une rumeur? L'Assemblée générale va se réunir. L'Assemblée générale va se réunir. Il y aura des administrateurs qui seront nommés. Et on suit les tests. Le statut de Sodeco, juste là, le statut de Sodeco n'a pas été violé. C'est-à-dire que, comme on le dit, un directeur sera nommé à la tête de la Sodeco. D'abord, l'Assemblée générale va se réunir d'abord suivant les dispositions des statuts de Sodeco. Et c'est ça que nous allons appliquer. C'est-à-dire que le chef d'État et son gouvernement respectent les dispositions des statuts de Sodeco. Donc, juste là, bon, les gens ne sont pas informés, mais juste là, le gouvernement respecte les tests. Donc, le gouvernement respecte la légalité. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il y a violation déjà des tests. Certes,
Selon vous, hein? Il y a une suspension de la convention, mais il faut attendre que les juridictions statuent. D'accord. Certains parlent de réquisition, on parle de réquisition illégale. Monsieur Assouma Alassane, est-ce que le terme est inapproprié quand on parle de réquisition illégale? Oui, le terme est inapproprié. Pourquoi? Et vous avez dit tout de suite que l'État a repris les 17% et vous avez demandé jusqu'où il va. Oui. Et l'État a repris les 17% et se prépare à transférer les 17% aux producteurs. Oui. Parce que partout ailleurs, les producteurs sont les plus qui ont les plus grandes actions dans les sociétés relatives à l'activité cotonnière. Et c'est ainsi que le gouvernement va transférer les 17% aux producteurs et l'actionnariat va prendre cette forme. L'État aura 33,40% avec un actionnaire et ONS 0,1% avec un actionnaire et un administrateur. Et également, l'État aura un administrateur. La SCPC aura 33,40%. Un actionnaire, un administrateur. Monsieur Talon, 0,1%. Un actionnaire, un administrateur. Collectivité locale, 8,5%. Un actionnaire, un administrateur. Producteur, 23,5%. Vous avez vu, le chef de l'État, il a le souci de faire profiter le pauvre producteur qui souffre, qui travaille dans la pluie et sous le soleil. Cette volonté du chef de l'État également, ça appelle une autre question. Parce que là, c'est un peu comme si le réveil du gouvernement était tardif. Si tel est que ce contrat-là était biaisé. Oui, monsieur Adjiba. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais revenir un peu sur la convention dont nous avons parlé. Cette convention-là, en réalité, lorsqu'on y regarde bien, cette convention-là n'existe même plus d'elle-même. Pourquoi? Puisque je vous le dis, la convention, ça a été conclu pour tracer le chemin qui doit amener à la création de la SODECO. Au jour d'aujourd'hui, la SODECO a été créée. Il réside tout simplement dans cette convention des clauses qui tendent subrepticement à déposséder l'État. Ok? Selon vous, monsieur? Non, ce n'est pas selon moi. Parce que quand vous le dites comme ça, vous remettez en cause les actions engagées, les actions faites par ces ministres qui ont présidé à la création à la naissance de ce contrat-là. Vous remettez en cause tout ce qu'ils ont pu faire. Ils sont encore vivants. Je crois que nous venons de dépasser ce point. Nous disons, nous ne voulons pas entrer dans ce débat-là. Nous raisonnons sur la base de ce que nous avons vu. Ok. Alors, il réside dans cette convention des clauses qui tendent à déposséder l'État. L'État ne pouvant pas annuler, la convention a dit, je suspends cette convention-là pour préserver l'intérêt général. La convention ayant été suspendue, les statuts prennent maintenant le relais. Est-ce que cette suspension a été prévue par le contrat? Même si ce n'est pas prévu, nous avons dit, c'est pour la sauvegarde de l'intérêt général. Cela, le chef de l'État et son gouvernement sont prêts à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour éviter, n'est-ce pas, la spoliation du peuple béninois. Mais là, c'est comme une situation de légitime défense que vous brandissez, mais dans un contrat, c'est un contrat. Un contrat, lorsque vous, de votre propre chef, vous prenez une initiative qui porte atteinte au contrat, c'est que vous tombez sous le coup de la loi. Cela, les tribunaux vont en parler. La juridiction arbitrale qui sera saisie va se prononcer là-dessus. Ok? Donc cette convention ayant été suspendue, il ne reste maintenant plus que les statuts. Les statuts ont prévu les dispositions qui doivent régir la création, le fonctionnement et la dissolution de la société SODECO.
D'accord. Ayant suspendu cette convention, automatiquement, nous revenons à la situation initiale prévue déjà par les statuts. D'accord? C'est-à-dire, l'État revient, les acteurs, les actionnaires reviennent à leur situation du 11 octobre 2008, donc à la signature des statuts. Et à l'époque, nous avons dit, l'État avait 66,40%, dont 33% en portage. D'accord? L'ONS, 1%. La SCP, 33,40%. M. Patrice Talon, 0,1%. Soit les 100%. Au jour d'aujourd'hui, avec la suspension du contrat, de la convention, l'État a automatiquement récupéré les 17,5% qui étaient détenus par l'État et par la SCP en portage. Ceci ramène alors les 17,5% là sur les 49% que l'État avait. Ce qui nous ramène donc à la situation initiale. Alors, avant, à la création, avec ces 33,4%, M. Patrice Talon, il avait combien d'administrateurs? 3 administrateurs contre l'État, qui n'en avait qu'un seul. Les 3, c'était lui-même, un administrateur pour la SCP, d'accord? La SCP même était administrateur, représenté donc par une personne morale, une dame. Ok? Et il a fait élire un administrateur non actionnaire. Ok? Donc ça lui fait 3. L'État en avait un seul. Maintenant, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Et les choses ayant évolué, d'accord, nous sommes revenus toujours dans la même situation, d'accord, mais le Conseil des ministres des 26 et 27 derniers a donné des instructions pour que ces actions qui sont portées au jour d'aujourd'hui soient effectivement transférées à leur... Pour que ces actions-là soient effectivement transférées à leurs destinataires finaux. Ce qui fait que, à partir de ce moment, d'accord, l'État va se retrouver donc dans sa situation de 33,4% en propre, l'ONS 1, la SCP 33,40%, M. Patrice Talon, c'est 0,1%, les collectivités locales 8,50%, les producteurs 23,5%. Chacun d'eux, ok, a maintenu sa situation d'avant. Un administrateur, l'État béninois avec ses 33,4%, un actionnaire avec un administrateur, l'ONS 0,10% avec étant actionnaire, a également un administrateur, la SCP 33,4%, un administrateur. Ok, M. Patrice Talon, un administrateur, les collectivités locales qui vont devenir donc actionnaires également vont avoir un administrateur, les producteurs, mon collègue l'a dit, 23,5%, un administrateur. D'accord? Les producteurs et les collectivités locales, ok, vont désigner 2 administrateurs, un pour chacun d'entre eux. M. Talon avait déjà son administrateur non actionnaire. Donc nous aurons 9 administrateurs. Mais dans ces 9, ok, M. Patrice Talon aura toujours ces 3 administrateurs et d'ailleurs toujours président du conseil d'administration. En temps, hein, mais oui, allez, finissez rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais finir sur ce point. Ok, donc lorsque nous voyons bien, d'accord, que ce soit au départ et aujourd'hui, M. Patrice Talon est toujours dans l'actionnariat. Il a toujours ces 3 administrateurs. D'accord? Donc, à partir de ce moment, où est la brimade? Il n'y a pas acharnement selon vous. Il n'y a pas acharnement dans la mesure où il est toujours dans l'actionnariat, il a gardé ses administrateurs. Voilà. L'autre chose qu'il faut rapidement rappeler, c'est que, comme pour compenser cette reprise de 17,5%, l'État a mis la somme de 6 milliards 125 millions, si je ne me trompe. 6 milliards 125 millions. C'est bien ça.
Bien sûr. Est-ce que c'est sur quelle base cela a été calculé? C'est pour rétrocéder les sous. Parce que c'est des actions qui ont évolué dans le temps. Oui. Sur quelle base on a calculé ces 6 milliards? À M. Talon, son argent qu'il aurait déposé quand il a pris les 17,5%. C'est-à-dire que vous êtes juriste. Donc, vous êtes un juriste, M. Jacques Ntaïs. Oui. C'est-à-dire qu'une action qui a été évaluée dès le départ, les jours qui ont suivi ces actions-là peuvent connaître une augmentation. Comment est-ce qu'on a calculé 6 milliards 125 millions? Est-ce que ça, il y a des éléments qui peuvent expliquer? Il y aura l'audit. Le gouvernement a prévu l'audit. Quand on va faire l'audit, s'il faut augmenter, le gouvernement va augmenter. Mais ça, c'est une base, c'est une garantie, c'est une caution que l'État laisse là. Et quel est le contre-coup? Parce qu'il y a des banques qui se sont impliquées dans ce processus-là. On parle donc au niveau de certaines banques de problèmes inhérents à cette situation-là. Oui, M. Assouma Alassane, vous voulez apporter une précision? Oui, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur Talon, au moment où l'État lui transférait les 17%, c'était contre 6 milliards 125 millions. Au nom de l'intérêt général de l'État, l'État reprend ces 17 et pour être légal, l'État a écarté les 6 millions en attendant. Les 6 milliards? Les 6 milliards 125 en attendant l'audit. Donc, M. Talon, il a la garantie que les 6 milliards 125 millions qu'il avait donnés contre les 17,5% sont garantis. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de bon droit. Vous pensez que c'est dans l'ordre des choses? Oui. Alors, je pense... Oui, M. Atiba. J'aimerais compléter. Oui, allez-y. Compléter ce qu'il a dit. Et, en fait, les 6 milliards 125 millions, c'est le montant que M. Patrice Talon a payé à l'État au moment où l'État lui cédait les 17,5. Mais dans la convention, il était dit, et que au lendemain du 1er octobre 2013, que les 49% que l'État détenait allaient être repris par la SODECO, par la SCP, contre paiement de leur montant, de leur valeur nette comptable. Le gouvernement dit, si c'est cela, moi aussi je peux exciper donc de cette valeur-là. Donc les 17,5%, je ne veux pas créer de polémique. Je te restitue tes 6 milliards 125. Mais nous allons établir, déterminer la valeur nette comptable pour savoir si effectivement, ainsi que vous êtes en train de le supposer, savoir si les 17,5% ont toujours la même valeur qu'au moment où ça avait été. Mais je vous assure que ce ne sera pas le cas. Parce que pendant tout le temps, ces valeurs-là ont connu... Ça s'est déprécié. Vous êtes sûr? Ça s'est déprécié. Pourquoi est-ce que vous restez dans la logique d'une dépréciation? Je reste dans la logique d'une... Oui, justement, c'est là où je voulais en venir. Oui, allez-y. Puisque depuis la création de la SODECO n'a fait que des pertes. La SODECO n'a fait que des pertes. Et la dernière Assemblée générale a constaté que, d'accord, le solde du compte report à nouveau était débiteur de près de 8 milliards. Donc si on enlève les 8 milliards là, c'est à répercuter sur les actions de... Mais non, pas seulement sur l'ensemble des actions. Oui, par exemple. Oui, mais là, si du coup vous parlez de dépréciation, ça peut laisser pantois, ça peut laisser interrogatif certains. Non, parce que à ce niveau-là, l'État dit, écoute, moi je te donne tes 6 milliards, c'est tes 6,125 milliards, et on va faire l'audit. Mais à cela, M. Patrice Talon s'oppose. Alors,
J'imagine le paysan qui est quelque part à Tchoumi, celui-là qui est à Vogbana, à Garomé ou partout ailleurs, regarde si bien ce que fait le chef de l'État, ce que fait le gouvernement dans cette initiative, mais ce paysan sans doute va demander des comptes lorsque les actions menées jusque-là tomberaient sous le coup de la loi. Ça aussi, on peut rester dans cette éventualité. Si devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, si les actions du gouvernement tombaient sous le coup de la loi, quelles peuvent être les conséquences? Ça, on peut s'interroger et imaginer ce que ça peut constituer comme dommage pour l'économie nationale, parce qu'il va falloir payer des réparations. Monsieur Jacques Ntaïs, vous semblez écarter cette éventualité, c'est ça? Attendez, je n'écarte pas cette éventualité. Vous avez parlé des paysans, des producteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que l'État achète le coton pour égrener. Ils attendent que l'État leur donne les intrants. C'est ça qu'ils attendent. Et le paysan a faim. Et il attend que l'État agisse. Mais l'État doit prendre ses responsabilités dans cette situation. Oui, prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Oui, mais c'est que la situation est bloquée. Je disais tantôt qu'il y a une perte de confiance. Et personne n'est à l'aise dans cette situation. Quand le gouvernement invite les représentants de M. Talon qui ne viennent pas, il bloque la situation. L'État doit agir. L'État ne peut pas aller les chercher manu militari pour négocier. Si la situation est bloquée, l'État doit avancer, l'État doit agir. Et c'est ce que l'État a fait en prenant ses responsabilités, en suspendant la convention. L'État agit, par exemple, l'État a réquisitionné l'outil industriel de la SODECO, alors que dans nos tests, aucun article n'a prévu une réquisition par l'État. Nous n'avons pas parlé de réquisition. L'État a parlé de suspension de la convention. Mais jusque-là, vous avancez sur cette terminologie, alors que dans les faits, il y a une réquisition. Oui, monsieur Atipa. Non, bon, ça, vous savez, n'importe qui peut se lever. Vous êtes juriste, monsieur Atipa. N'importe qui peut se lever et donner l'interprétation qui lui convient, ok, au gré donc de la conjoncture, ok. Mais ça, c'est seulement la vérité en cette matière-là réside seulement dans la bouche du juge arbitral. Lui, en son temps, il va se prononcer. Vous avez demandé tout à l'heure ce que le paysan va penser. Est-ce que le paysan ne va pas demander des comptes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paysan applaudit le chef de l'État lorsqu'il prend ces initiatives-là. Mais quels sont les risques aussi? Il faut penser aux risques, les éventuels risques. Ça peut entraîner le Bénin dans quelle situation, M. Ajipa? Oui. Non, ça non, nous ne soyons pas alarmistes. Non, ce n'est qu'une question que je vous pose. Tout à fait. Je n'ai pas tranché. Ne soyons pas alarmistes. Oui. Vous savez, la mesure que l'État a prise, d'accord, c'est d'abord pour maintenir les outils industriels de la SONAPRA, apportés donc à la SODECO dans le giron de ce partenariat qu'il y a entre le public et le privé. Parce que si l'État avait laissé faire, on se serait retrouvé dans une situation où la SODECO serait à 100% pour le privé. Et vous savez, le privé, lui, il n'a pas d'état d'âme. C'est la recherche du gain. Vous allez voir, les producteurs vont certainement en pâtir. Et si les producteurs en pâtissent, ça veut dire quoi? Ils vont se désintéresser de la production du coton. Si les producteurs se désintéressent, ça veut dire quoi? Cela aura des impacts négatifs sur l'économie. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore dire est-ce que le fait d'avoir retenu, d'avoir suspendu la convention, que ça aura nécessairement d'impact. C'est-à-dire là, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Ok? Le marteau, c'est quoi? L'enclume, c'est quoi? Le schéma est là. Vous-même, vous voyez. Ok? Vous-même, vous voyez. En prenant cette disposition, cette mesure, l'outil industriel est resté toujours entre le public
et le privé. L'État va jouer son rôle régalien en faisant en sorte que les pauvres producteurs, les masses laborieuses puissent vivre de leur travail sans être brimés. L'État veille également au respect des intérêts du partenaire privé qui a été sollicité. Et l'État continue de dire, écoutez, moi, je veux toujours travailler avec toi, mais je veux que cela se fasse en toute bonne foi. Tout simplement, dans la mesure où, et les instructions que le gouvernement, le Conseil des ministres a données aux ministres intéressés donc dans ce dossier, c'est de faire en sorte que les dispositions statutaires et réglementaires qui gouvernent les sociétés commerciales soient strictement respectées dans la mise en œuvre de cette procédure qui doit conduire à la désignation de nouveaux administrateurs, la désignation du nouveau directeur général, et les administrateurs vont se réunir pour décider alors de comment la société va fonctionner et sous l'emprise de quel président du conseil d'administration. Tout ceci se fera dans le respect des textes. Voilà. Monsieur Assouma Alassane, dans ce débat-là qui enfle et qui atteint des proportions quelquefois inquiétantes, on parle tout simplement de ce que ça va être demain, le partenariat public-privé. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer au vu de ce qui se passe en ce moment? Je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Parce qu'il y a des contre-coups politiques également dans ce dossier. Il n'y a pas de contre-coup politique. Oui. Pourquoi vous dites cela? Est-ce que vous dites cela? On ne fait que défendre l'intérêt général. Je pense que celui qui aime son pays, sa patrie, et qui observe les faits et qui voit quelles sont les causes pour lesquelles le chef de l'État, le docteur Boniaï et son gouvernement prend des décisions comme ça, il ne peut que applaudir. Mieux, il a démocratisé l'actionnariat. Je pense que... Comment expliquez. Comment est-ce qu'il a démocratisé l'actionnariat? L'actionnariat est démocratisé du fait que les producteurs et les collectivités locales et le personnel de la SEDECO, tout cela sont maintenant intégrés. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, monsieur? Non, pourquoi maintenant? Parce que ça fait quand même, quasiment bientôt 8 ans que le chef de l'État est là. Voilà une situation qui a duré de 2008. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là? La démocratisation est partie de quand? Oui, monsieur Mtaïs, oui. Au sortir de la conférence nationale, nous avons parlé, c'était un monopole d'État. Nous avons parlé du libéralisme. Mais avec l'expérience acquise, on ne peut plus parler de libéralisme, de monopole des privés. On ne peut pas parler ni du monopole des privés, ni du monopole d'État. Donc il faut que tout le monde participe à construire le pays, à développer le pays. Et c'est ce que le chef d'État, avec le Conseil des ministres, ont fait en faisant participer et les collectivités locales, et les producteurs, et le personnel de SODECO. Donc aujourd'hui, tout le monde est intéressé. S'il vous plaît, au Burkina Faso, avec Sofites et l'État. Sofites et l'État ont 80% dans la société Sofites. Et tous les producteurs sentent qu'ils sont concernés par le coton, par le développement du coton. Ce n'était pas le cas au Bénin. Et il faut qu'on se rattrape. Le Bénin doit avancer. Et donc, le monopole des privés, ce n'est pas bon. Le monopole d'État, ce n'est pas bon. Donc, actuellement, l'expérience montre qu'il faut diversifier l'action. Alors, chers juristes, chers conseillers techniques du président de la République, je voudrais que vous prêtiez à cet exercice-là la main sur le cœur. Le chef de l'État, s'il nous suit en ce moment-là, vous allez pouvoir lui dire s'il doit continuer, s'il doit foncer, ou bien s'il peut éventuellement penser à négocier, ou en cas de dégel, parce que vous avez parlé de blocage, si les choses évoluaient, s'il peut encore négocier. Je voudrais, à tour de rôle, vous allez le faire, doit-il continuer dans le schéma actuel, M. Ajipa? Vous êtes des conseillers du chef d'État, vous êtes des juristes, allez-y, pour cet exercice-là. Merci beaucoup. Vous savez, le président, Dr Yahi Boni, chef de l'État, chef du gouvernement,
n'est pas contre la négociation. C'est quelque chose que le chef de l'État a souhaité et a pris des dispositions pour que cela arrive. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas pour rien qu'en prenant son décret, il n'a pas annulé la convention, il l'a suspendue. C'est pour dire que nous sommes toujours, le chef de l'État et son gouvernement sont toujours ouverts à la discussion. Encore que, jusque-là, mais M. Talon est toujours là. Sa part des actions au moment de la création de la SEDECO est maintenue. Ces administrateurs sont là. Alors que l'affaire SEDECO est pendante devant la Cour commune de justice de l'arbitrage. Qui a traîné, qui est allé là-bas? Ce n'est pas l'État. L'opérateur économique. C'est l'opérateur économique qui a traîné l'État devant. Alors, devant quelle est l'orientation que vous proposez au chef de l'État? Mais l'orientation que le chef de l'État peut prendre en cette matière, mais c'est la bonne qu'il a prise. Et il continue. Et il continue. Le chef de l'État ne peut pas, pour ses intérêts partisans là, sacrifier l'intérêt général. Mais non, le chef de l'État n'a pas été élu pour ça. Il a été élu pour défendre l'intérêt de tous les Béninois. Vous lui demandez donc de rester sur sa position actuelle. Qu'il reste sur sa position, et lorsque l'opérateur économique viendra négocier, il n'y a pas de problème. Monsieur Jacques Moutaïs, oui, même exercice. Oui, allez-y, nous sommes à la fin de l'émission. Le chef de l'État n'a jamais refusé la négociation. Au contraire, il a instruit ses ministres pour négocier. Mais je disais tantôt que la situation était bloquée. La situation est viciée. Il y a une perte de confiance. Et personne n'est à l'aise dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. L'État ne peut pas attendre. L'intérêt général doit être sauvegardé. Et le chef de l'État a fait un serment. Il a prêté serment pour respecter et la Constitution et défendre l'intérêt général. Donc il est dans... Je trouve qu'il est dans son rôle. L'État ne peut pas faiblir. L'État doit avancer. Et l'intérêt général doit être sauvegardé. J'ai parlé des producteurs qui attendent qu'on achète le coton. Qu'est-ce qu'il faut faire? La situation est bloquée. Il faut dire, la situation est bloquée, on ne peut pas acheter le coton. Et c'est milliers de producteurs qui attendent qu'on achète le coton. Et quand on parle d'un producteur, vous savez, tous ceux qui sont derrière lui comme famille, l'État doit sauvegarder l'intérêt général, protéger la masse des producteurs. Et je vous ai dit que c'est important, le coton, dans l'économie béninoise. Le chef d'État doit avancer, tout en essayant toujours de négocier. Monsieur Patrice Talon, il est béninois. Il a la nationalité béninoise. Même s'il a deux nationalités, personne ne le rejette. Ses représentants peuvent négocier avec le chef de l'État. Le chef de l'État est ouvert à toute négociation pour que ça profite à tous les Béninois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les privés sont toujours invités au Bénin pour investir. Cette situation ne veut pas dire qu'on rejette les privés. Non, ce n'est pas du tout ça. Les privés peuvent toujours investir, mais attention, que le contrat ou la convention soit une convention équilibrée, que ce soit un contrat équilibré, qu'il n'y ait pas de distorsion, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Et c'est ça la situation réelle. Il ne faut pas que la convention soit déséquilibrée. Monsieur Assoumana Alassane, à votre tour. Oui, moi, je vais dire que pour ne pas être long, le chef de l'État doit foncer. Il doit foncer parce que l'intérêt général ne doit pas être brimé. Il doit foncer et c'est à cause de ça le chef de l'État a donné des instructions pour que, 1, soit transférées aux bénéficiaires finaux les actions portées pour leur compte. 2, notifier au président du conseil d'administration de la SEDECO les dits transferts. 3, faire convoquer conformément à l'article 22 des statuts de la SEDECO une assemblée générale ordinaire pour, entre autres, désigner les nouveaux administrateurs, notamment 1, au titre des collectivités locales et des organisations des producteurs de coton, ainsi que 2 administrateurs non actionnaires. Et 4, faire convoquer une réunion du conseil d'administration pour nommer son nouveau président, nommer un nouveau directeur général. Monsieur Assoumana Alassane, je crois qu'on a bien compris tout cela. Mais je m'attendais aussi à ce que, le cas échéant, lorsque l'occasion se présente, que vous disiez au chef de l'État ce qui peut ne pas lui plaire. Mais tous ensemble, vous êtes unanimes sur
cette position qu'il a gardée. J'espère que c'est fait du fond du cœur et que cela n'est entouré d'une volonté de rester juste à côté du chef et d'épouser ses intentions, quoi que ces intentions, quoi que cela génère comme conséquence. J'espère que c'est du fond du cœur que vous le faites, parce que cette émission que nous faisons en ce moment, je suppose que le chef d'État va en tirer des conseils. Vous lui dites de foncer. Le peuple nous regarde. Je vous dis quelque chose. Oui. Vous savez, nous avons été nommés conseil technique juridique du chef d'État. Au lieu d'être conseil technique juridique, non seulement on donne le conseil qu'il faut donner, on donne les avis techniques qu'il faut donner, mais nous sommes à une école. Et moi, j'ai été surpris de constater que c'est un chef d'État qui écoute, qui suit les dossiers, qui vous écoute et qui écoute tous les ministres. J'ai été surpris de voir ça, de le constater, parce qu'on raconte tellement de choses qui ne sont pas vérifiées. Ça, mais ça, c'est mon constat. C'est pour vous dire quoi? Là, vous êtes ferme. Hein? Là, je suis ferme. Ce que vous lui dites là, ce n'est pas pour des intérêts juste de positionnement pour rester là où vous êtes. Mais vous y croyez vraiment? Nous y croyons dans la mesure où il comprend les dossiers. Il comprend au-delà de ce qu'on lui a expliqué. Parce que demain, il peut se retourner pour dire qu'il est mal conseillé aussi. De toute manière, il suit les dossiers, il comprend bien, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et il écoute beaucoup. Et il lit aussi, parce qu'il y a eu tellement d'intoxication, de délation, de désinformation, mais la réalité est là. Aujourd'hui, l'intérêt général doit être sauvegardé, forcément. Voilà, les conseillers techniques du chef de l'État ont parlé, ils ont dit ce qu'ils pensent vraiment. La direction à suivre par le chef de l'État. Nous croisons les doigts pour espérer que l'option choisie aujourd'hui par le gouvernement soit la bonne et que demain, que des répercussions n'entraînent des conséquences dommageables pour l'économie nationale qui n'est pas aussi solide que cela. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous. Merci, monsieur le journaliste. Et à bientôt. Merci. Merci, monsieur le journaliste.